Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors avant que j'oublie, on me demande souvent où je trouve les news. Les news, en fait, elles sont là, c'est très facile. Vous êtes sur la plateforme ProRealTime, j'imagine. Si vous avez la même configuration que moi, en bas, vous avez les news et vous comprenez ce qui se passe au moment où ça se passe. C'est-à-dire que là, par exemple, voilà, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, vous allez sur ce petit i, vous prenez le premier lien cliquable et vous allez arriver en fait sur une page ici où vous avez des news. Ok, donc notamment si vous demandez pourquoi ça baisse, que ce soit sur votre action préférée ou sur la bourse, et bien vous cliquez là et vous allez effectivement ce qui se passe, vous le savez parce que vous êtes français, mais la crise politique, hein, le risque de renversement du gouvernement, bref, tout ça pèse énormément. Et ça explique que le CAC 40 soit aussi mal en point alors que les autres indices, notamment les États-Unis, mais pas que, hein, il y a aussi l'Allemagne, se porte mieux. Je vous montre tout de suite là la situation au niveau des indices. Alors, l'indice monde, ok, qui reprend les plus grandes entreprises mondiales. On voit qu'on est toujours sur une structure haussière avec des pics ascendants, des creux ascendants. Il faudrait casser cette zone-là pour parler de tendance baissière. On n'y est pas du tout, hein. Le SP500 c'est pareil. Bon, attention, le SP500 c'est Thanksgiving, ça va être fermé, donc on va être un petit peu dépourvu de boussole. Et là, vous voyez, vous avez des pics qui sont ascendants, des creux qui sont ascendants aussi. Il faudrait casser cette zone-là pour basculer en tendance baissière. On en est très très loin. Le Nasdaq, c'est pareil. En fait, ça fait vraiment mal au cœur parce que on se souvient de la manière insolente dont le CAC 40 surnageait en début d'année avec le luxe notamment. Et là, voilà, qui a vécu par le glaive, périssant par le glaive. Le luxe est très fortement touché par les risques de sanctions et la santé de la Chine. Et bien, le CAC 40 est moribond, hein. Et là, pareil sur le Nasdaq, disais-je, on est toujours sur une séquence de pics haussiers et de creux haussiers. Il ne faut pas casser cette zone-là pour basculer baissier. On est très très loin. Et puis puisque j'en parlais, le DAX, c'est la même chose, hein. On est absolument pas en tendance haussière. C'est un peu plus mou, hein, puisque là on a travaillé cette zone de support qu'il fallait pas casser. On l'a pas cassé, on a rebondi. Et on est pour l'instant dans une configuration toujours haussière, j'ai envie de dire. Je reviens j'en profite aussi parce qu'on m'a envoyé des messages, on me dit une épaule tête épaule sur le DAX. Non, il n'y a pas d'épaule tête épaule. Pour l'instant, il y a éventuellement un canal. Okay. Mais quand vous voyez quelque chose qui ressemble à ça, j'en ai déjà parlé, hein, c'est pas une épaule tête épaule, hein. Regardez, là vous avez une épaule, une tête potentielle et puis une épaule potentielle, mais tant que l'on n'a pas cassé cette zone-là, on n'est pas en situation d'épaule tête épaule, hein. On est en train de préserver un support. Donc pour l'instant, tout ce que vous voyez, c'est un trading range. Et il ne faut absolument pas en conclure, hein, à la présence d'une épaule tête épaule. Alors bon, celle-là, elle est vraiment pas parfaite. J'aurais dû la préparer avant, mais certains auraient pu voir. Bon, elle est moche, hein. C'est vraiment Quasimodo, mais cette épaule tête épaule là, potentielle, n'a jamais été une épaule tête épaule. Il aurait fallu casser la zone ici de support pour que ça en soit une. Là, pour l'instant, vous voyez, c'était simplement une zone de latéralisation. Je reviens à mon CAC 40. Et le CAC 40, lui, par contre, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer, a basculé dans une situation de tendance baissière. Donc la structure a complètement changé, hein. On l'a vu évoluer négativement et puis maintenant elle est clairement négative, baissière. Je vous montre les choses pas à pas parce que c'est assez utile de savoir où on en est. Donc là vous aviez une structure qui était baissière avec des creux descendants et des pics descendants. Là, c'est la période d'indécision parce qu'on était dans une situation de pic qui était ascendant avec des creux qui étaient descendants. Donc c'était la période la plus incertaine. Il fallait attendre un petit peu. Et puis, tout de suite après, on a basculé en tendance haussière avec des pics qui étaient ascendants, des creux qui étaient ascendants. Et puis, contrairement aux marchés américains qui ont su se reprendre, nous, on s'est enfoncé dans la crise politique, entre autres, et puis les menaces de répercussions au niveau des tarifs douaniers, eh bien, ont fait que on a une première alerte ici, avec des creux qui étaient à nouveau descendants et des pics qui étaient pour l'instant, on va dire, indéterminés. Mais maintenant, vous voyez, on se retrouve là
sur une séquence maintenant de pics qui sont descendants et des creux qui sont descendants. Donc on est dans une situation de tendance baissière. Ce qui veut dire également que en cas de baisse des marchés américains, on devrait être beaucoup plus exposé, pour pas dire explosé, du fait qu'on est déjà mal orienté. Et du coup, ça me permet de descendre ma zone de résistance, ok, et qui devient donc cette zone. Je le fais exprès lentement et devant vous, comme ça vous pouvez ensuite pratiquer et vous êtes en mesure de le faire vous-même. Et là, la zone, en l'occurrence, c'est 7336 et 7240. Voilà, comme ça, vous savez tout. C'est notre prochaine zone de résistance. Et également, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire, j'aimerais continuer l'élément qu'on a vu hier, qui est la divergence. Le problème des divergences baissières ou haussières, encore une fois, c'est difficile à backtester parce que c'est constamment repeint. Et deux, ça vous permet également de comprendre la grande erreur que font les traders débutants lorsqu'ils traitent systématiquement les divergences. Encore une fois, les divergences, ça peut s'invalider. Et si vous regardez ce que je vous ai dit hier, regardez la vidéo, c'est important. J'avais expliqué que non seulement j'avais un système pour détecter les divergences ici, ok, mais j'avais un signal pour entrer en action, c'était le passage au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes. Et j'avais expliqué que le signal en fait était donné lorsque l'on repassait au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes après une divergence haussière. Et là, vous voyez, on n'est pas passé au-dessus. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un signal de confirmation, puisque non seulement le signal n'a pas eu lieu, donc il n'y avait pas matière à rentrer, mais là, vous avez typiquement ce qu'on appelle une invalidation de la divergence. Ok, regardez, là, oubliez la dernière bougie, on était dans une situation de divergence haussière potentielle puisqu'on avait un plus bas qui avait été fait, regardez la vidéo d'hier, entre les deux clôtures sur l'indice, mais il n'y avait pas de plus bas sur l'indicateur technique. Mais là, au moment où je parle, ça n'existe plus. Et vous avez une double divergence, enfin vous avez un double plus bas, donc absence de divergence haussière puisqu'il y a un plus bas sur les cours et un plus bas sur l'indicateur technique. Donc la divergence haussière a disparu. Et c'est pour ça que c'est très important, encore une fois, de ne pas utiliser les divergences haussières seules pour acheter. C'est un élément en plus qui vient corroborer la validité des autres signaux haussiers, ou alors il faut attendre une confirmation comme le passage au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes pour moi, mais ça peut être autre chose. Je vous montre simplement si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier. Là, c'était par exemple un cas qui a bien fonctionné. Ici, vous avez entre ce point et ce point-là un plus bas qui a été fait sur les cours. Vous aviez un plus bas qui a été fait également, mais ce n'était pas des creux qui étaient descendants, c'était des creux qui sont ascendants. Il restait à passer au-dessus de la MA13, ça a été fait ici. Et là, comme on l'a vu, on pouvait espérer avoir un ratio gain-risque au mieux de 1,5. Ok. Je vous montre un autre exemple. Je sais, je me répète, mais c'est pour ceux qui n'étaient pas là hier. Là, il n'y avait pas de divergence baissière puisqu'il y avait plus bas sur les cours et plus bas sur l'indicateur. Là, vous avez un plus bas sur les cours. En clôture, ce sont les clôtures qui comptent, mais pas sur l'indicateur. Donc, vous aviez le signal d'entrée qui était donné au-delà du passage au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes. Et vous pouviez espérer au mieux un ratio gain-risque dans notre exemple, de 1,05. Ok. Bref, je conclus en disant que le signal que j'ai mentionné hier n'a pas eu lieu et la divergence haussière a été complètement invalidée. Et c'est très important que ça se passe comme ça, comme vous voyez, l'intérêt qu'il y a à être méfiant. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a ouvert un gap. Plusieurs possibilités. Soit c'est un gap commun. Si c'est un gap commun, il va être rebouché rapidement. Si c'est pas un gap commun, si c'est un gap de continuation, l'objectif c'est de prendre la distance parcourue avant le gap, de reporter ça par-delà le gap. C'est tout à fait possible de trader ça. Et on va d'ailleurs le voir tout à l'heure. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est le pin bar haussier. Ah non, pardon, avant de parler du pin bar haussier, le pin bar haussier, c'est quand vous avez une bougie comme ça. Et vous avez le corps de la bougie qui est en haut. Ok. Bon, clairement, je voulais le répéter là aussi pour les derniers entrants. Regardez le corps. Ok, la présence de mèche haute, c'est pas grave, mais on termine bien au-dessus des 38,2% de Fibonacci. Bon, clairement, c'est au-dessus. Et on sait que dans ce cas-là, les dernières backtests que j'ai fait, pin bar haussier, 63% de chance de faire R1.
et uniquement 43% de chances de faire R2. Donc on a quasiment 2 chances sur 3 de faire R1. R1, ça veut dire la distance entre la clôture et les plus bas, 0,72 reporté vers le haut. Donc à peu près, on a 60% de chances de le faire. Mais par contre, 43% de chances de faire R2, ça veut dire qu'il est plausible que l'on fasse 0,74, mais il est beaucoup moins plausible que l'on fasse 0,74 fois 2 avant de revenir sur les plus bas. Ok, c'est un petit peu ce qui s'est produit ici. On avait déjà un pin bar ici, sauf que lui n'a rien donné puisqu'on a rebondi à peine et puis on est revenu passer en dessous. Alors, troisième et dernière chose, c'est un peu chargé aujourd'hui, désolé. On avait un turtle soup, ok, et on a encore un turtle soup. Le précédent turtle soup, c'était ici, ok. Désolé, hein, c'est un peu difficile. L'idée, c'est que vous comptez 20 bougies en arrière. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Vous avez un ancien plus bas et vous avez un nouveau plus bas qui a été réalisé. Mais on a clôturé au-dessus du précédent plus bas. Donc, ancien plus bas, nouveau plus bas. Il faut au moins 3 bougies entre les deux. C'est le cas. Ancien plus bas, nouveau plus bas, mais clôture au-dessus de l'ancien plus bas. C'est ce qu'on appelle un turtle soup. Ok. Et l'objectif, c'est de faire R1. Vous mettez un stop de protection un petit peu en dessous pour ne pas être ramassé par une mèche assassine, ici de quelques points. Donc vous voyez, il fallait faire au moins 1,33, mais vers le haut, on a fait 1,43, donc c'est bon. Et là, l'idée, c'est que vous avez à nouveau, ici, un nouveau turtle soup, puisque vous avez là aussi un nouveau plus bas de 20 dernières bougies. Ancien plus bas, nouveau plus bas, mais clôture au-dessus de l'ancien plus bas, c'est un turtle soup. L'idée, c'est effectivement de faire 0,73 vers le haut avec un stop de protection un petit peu plus bas. Ok. Bon, ça donne plein de choix. Ce qui nous amène donc au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Puisqu'on en parle, les trades du jour, c'est assez simple. Hein. Soit vous jouez le turtle soup ou le pin bar haussier, c'est le même objectif. Hein. Soit vous pariez à la baisse. Et pour parier à la baisse, je pense que le mieux à faire, c'est le trade du gap. Parier sur le fait qu'il s'agit d'un gap de continuation. Un gap de continuation, je répète, c'est la distance parcourue avant le gap reporté par-delà le gap. Alors le taux de succès, il est pas intéressant, hein, c'est à peu près une chance sur 2, mais ce qui est intéressant, c'est le ratio gain-risque. Parce que si vous avez raison, si vous rentrez par exemple aujourd'hui, eh bien vous avez un objectif qui est là, un stop de protection au-dessus du gap, puisque si on comble le gap, par définition, ce n'était pas un gap de continuation, et vous pouvez avoir un très bon ratio gain-risque. Ok. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et vous êtes toujours en plein Black Friday avec la possibilité d'acquérir les 70 webinaires privés que je vous propose. Juste là, des années économisées. Et actuellement, c'est moins 55% pour adhérer au club des tradosauriens avec les 200 fiches pratiques, les visios de 2025. Il y en aura à peu près une par mois. Ce sont des moments de convivialité pour discuter de tout, de rien. Et surtout de vous sortir de l'isolement du trader. Encore une fois, moins 55% pour le Black Friday et ce que pour le Black Friday. Hein. À demain pour la mise à jour.